Bonjour et bon lundi à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine dans À table avec Annabelle. Et toute la semaine, je vous garantis que nous allons découvrir d'une façon encore plus nouvelle et plus profonde, je crois, la fidélité et la bonté de Dieu. Et avant d'aller plus loin, je veux vous rappeler que depuis le 7 juillet, eh bien sur Canal+, EMCI TV a changé de numéro. Nous sommes maintenant au numéro 317. Donc 317 sur Canal+, et Canal+ Afrique, et sur Free, bien nous sommes toujours disponibles au numéro 249. Oui, numéro 249. Alors n'hésitez pas à partager aussi l'information autour de vous et puis à nous suivre. Et si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire pour nous dire d'où vous nous suivez. C'est toujours, on aime toujours ça, savoir d'où vous nous suivez. Et comme je disais cette semaine, eh bien nous allons parler de la bonté de Dieu. Je suis avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors sans spoiler, c'est que on a une émission qui sera spéciale et chère à ton cœur vendredi. Alors je vous encourage aussi, soyez là vendredi parce que ça sera une émission, une très très belle émission. Surtout pour toi Stéphanie. Oui, surtout pour moi. Ça va. Est-ce qu'on le dit? On dit rien. Tu peux le dire en 2 mots. Bon, en fait, on aura le privilège de recevoir Philippe, mon fils, et il va donner son témoignage, comment Dieu a agi dans sa vie. Donc, c'est sûr que pour moi, et je vous encourage à être là. C'est une émission à ne pas manquer. Comment Dieu a fait des miracles dans sa vie, comment aujourd'hui, il est une source d'inspiration et de bénédiction. Et je suis tellement fière de lui, donc ça va être Nous sommes tous très fiers de Philippe. Donc ça, ce sera vendredi. Et aujourd'hui, eh bien, on va commencer en parlant des violences sexuelles avec Johanna. Johanna qui était déjà venue dans À table avec Annabelle et elle nous avait parlé des violences conjugales. Alors on voulait la faire revenir parce que les violences sexuelles, bien malheureusement, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Et juste pour vous donner quelques chiffres sur lesquels on va revenir avec Johanna, en France, c'est 110 000 adultes victimes chaque année, 160 000 enfants par an, c'est-à-dire un enfant toutes les 3 minutes. Et c'est 5,4 millions de personnes victimes de violences sexuelles dans leur enfance, avec des violences sexuelles qui commencent dès l'âge en moyenne de 8 ans, voire 5 ans. Alors c'est des chiffres qui sont très alarmants et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse en parler et qu'on puisse aussi en parler dans une émission telle que À table pour qu'on soit équipé si on a des personnes autour de nous qui ont subi ou qui subissent ce genre de violence, mais aussi parce que peut-être que vous-même vous avez subi ce genre de violence et que vous ne savez pas comment vous en sortir. Et je vous assure, il y a une bonne nouvelle, il y a de l'espoir, il y a de la lumière dans les ténèbres. Alors nous serons, comme je l'ai dit, avec Johanna. Je vous rappelle, Johanna est thérapeute conjugale et familiale spécialisée dans les violences intrafamiliales, conférencière aussi engagée dans la prévention auprès d'associations, de municipalités et d'églises. Et Johanna est aussi une ancienne avocate, donc elle a une formation juridique assez solide et essentielle pour comprendre et se repositionner par rapport à la loi, parce que c'est pas juste de dire c'est pas bien, il y a sûrement des solutions, il y a des solutions aussi concrètes dans la loi, en tout cas dans certains pays, en France notamment. Johanna est aussi fondatrice des Affranchis, donc une communauté qui parle de liberté, parle de la liberté pour les femmes. Alors nous accueillons maintenant Johanna. Bonjour Johanna, bienvenue. Bonjour Johanna. Bonjour Annabelle, bonjour Stéphanie. Merci de me recevoir pour aborder ce sujet. Mais avant de commencer, Annabelle, juste de dire, je suis tellement contente qu'on parle de ce sujet-là parce que souvent, c'est tabou dans nos églises, dans nos cercles chrétiens. Et moi, j'encourage toutes les femmes de partager l'émission à quelqu'un qui en a besoin tout de suite en commençant parce que ça va être vraiment puissant et Johanna a plein de belles choses à nous dire. Donc, merci Annabelle pour ce sujet que vous avez choisi. Bravo, Johanna. Donc oui, c'est ça, Johanna, c'est un sujet qui est pas forcément facile à aborder, mais qui est absolument nécessaire. C'est absolument nécessaire qu'on puisse en parler, surtout quand on voit ces chiffres qui sont juste en France. Donc j'imagine pas à l'échelle mondiale en fait à quoi ça ressemblerait, mais juste en France, c'est des chiffres qui sont quand même assez ahurissants. Oui, effectivement, et c'est vrai que peut-être en 2 mots, représenter la réalité humaine et sociétale derrière ces chiffres.
qu'on peut lire en fait de ce phénomène-là, parce que c'est un phénomène, c'est pas juste quelques faits divers qui on vont émailler comme ça l'actualité, mais c'est un phénomène, c'est un fléau. Derrière les chiffres, on peut lire qu'il y a une surreprésentation des femmes parmi les victimes. Dans une majorité écrasante, les victimes sont des femmes. Maintenant, ça ne va pas pour autant dire qu'il n'y a pas des hommes qui sont victimes. Ils sont malheureusement nombreux, des hommes, des petits garçons. Quand on s'engage sur ce sujet, on s'engage en faveur de toutes les victimes. Et puis aussi, c'est les violences, en fait, où il y a une surreprésentation des enfants, où en fait, dit autrement, les violences, elles commencent aussi très tôt dans l'enfance, dès l'enfance. Donc, on peut imaginer aussi ce que ça peut vouloir dire par rapport aux impacts. Et puis aussi, c'est des violences qui ciblent en particulier les plus vulnérables, donc les enfants, mais on a des chiffres ahurissants sur les personnes en situation de handicap, sur les femmes autistes. En France, c'est près de 90% des femmes autistes qui ont vécu une forme de violence sexuelle, je ne sais pas si vous l'imaginez. Donc vraiment des violences qui ciblent, qui vraiment vont aller chercher les plus vulnérables, les plus marginalisés. Et donc c'est important aussi qu'on puisse porter la voix de ces personnes-là qui n'ont pas toujours. Tu dis que 90% de femmes autistes ont subi des violences. Et c'est parce qu'elles sont dans des centres ou c'est tout confondu? Tout confondu. Donc ça peut être des violences dans les milieux institutionnels, mais ça peut être au sein du foyer, parce que c'est vrai que les violences en fait vont jouer vont jouer sur le silence, vont jouer sur l'enfermement, vont jouer sur le fait que en fait certaines victimes ne peuvent pas parler. Et quand on est dans ces situations de vulnérabilité là, on est encore plus la cible parce qu'on aura encore moins la possibilité de s'exprimer. Donc quelque chose de particulièrement pernicieux. Et quand on parle de violence sexuelle, de quoi on parle en fait exactement? Oui, alors c'est vrai que c'est important de poser le cadre, et peut-être certains vont me dire, mais pourquoi alors 2 émissions? Parce qu'on a déjà abordé la question des violences conjugales. Et donc, il y a des violences sexuelles qui ont lieu dans le cadre conjugal. Et donc là, dans ce cadre-là, en fait, les violences sexuelles sont une des multiples formes que peuvent prendre les violences conjugales. Mais il y a des violences sexuelles qui peuvent avoir lieu en dehors du cadre conjugal, par exemple dans le cadre familial. Alors, on va leur parler d'inceste. Et dans le cadre familial, on inclut aussi tout ce qui est beaux-parents, donc c'est pas juste des liens de sang. Et il peut y avoir des violences qui ont lieu dans le cadre culturel et sportif, c'est-à-dire des entraîneurs, dans le cadre professionnel, un patron, une collègue, et puis malheureusement aussi dans le cadre ecclésial, parfois des pasteurs, parfois des responsables, des leaders, donc dans tout milieu. Et c'est vrai que c'est important de définir les choses, parce que c'est un sujet qui souffre de ce qu'on appelle la communication abusive. La communication abusive, c'est le fait de se référer à une réalité au travers de termes qui vont être des termes euphémisants, un vocabulaire impropre qui va minimiser, qui va banaliser. Par exemple, on parle le plus souvent d'abus sexuels, comme si un peu c'est OK, tant que c'est pas trop. On va parler d'attouchement, avec cette notion presque d'une forme de douceur. Comment parler de violence avec une forme de douceur? On va parler de tripoter, de caresser. Donc, il y a une culture ambiante qui peut invisibiliser les comportements répréhensibles. D'où l'importance de nommer les choses. Et nommer les choses, ça passe nécessairement par le fait de poser des qualifications juridiques. Parce qu'on est dans le champ pénal, en fait. Ce sont des comportements qui sont sanctionnés pénalement. Et j'ai envie de dire, quand on fait ça, quand on pose les termes, les qualifications juridiques, c'est une démarche tout à fait biblique. Je pense à Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est cette démarche de vérité qui apporte la liberté, et c'est important de le faire encore plus sur ce sujet. Et si tu parles du fait un peu adoucir, arrondir les angles, et l'autre jour, je regardais un reportage et on parlait d'une jeune fille mère, et en fait, on dit elle est tombée enceinte suite à un rapport non consenti. C'était clairement un viol, en fait, mais c'était comme un peu
tu sais, la manière de le dire, c'était, on veut pas dire qu'elle a été violée parce qu'on voulait mettre l'accent même sur le fait que c'était devenu une chimère. Et dans les commentaires, en fait, les gens étaient dérangés par la formulation. Pourquoi ne pas dire clairement ce qu'elle a vécu? Pourquoi adoucir ce qui lui, enfin adoucir entre guillemets, comme minimiser ce qui s'est passé, alors que c'était clairement un viol et c'est passé comme ça. C'était hyper secondaire. L'information a été voilà, c'était un rapport non consenti, mais maintenant c'est devenu une chimère et c'était ça sur ça qu'elle a été pointée. Et donc non consenti, ça amène aussi à la question du consentement. Qu'est-ce que exactement le consentement? C'est quelque chose dont on entend quand même de plus en plus parler aujourd'hui, mais je suis pas sûre qu'en fait on comprenne bien c'est quoi le consentement. Mais peut-être juste, je voulais juste rebondir avant le consentement parce que c'est important. Mais des fois, comme les femmes, ils peuvent se demander quand on dit avant même le consentement, est-ce que je suis victime de violences sexuelles? Tu sais, on ose pas. C'était-tu vraiment pas correct? Est-ce que, dans le fond, j'exagère? Il m'a juste fait un. Comment on fait pour démêler tout ça? Tu sais, la femme qui se dit, ben, dans le fond, tu sais, c'est pas. Surtout dans nos sectes chrétiens où on dit, ben, il faut pardonner ou, tu sais, c'était peut-être pas ça qui. Et tu vois, mais on le sait, la voix intérieure. Peut-être que tu peux nous aiguiller avant qu'on parle de consentement parce que c'est pas toujours clair de dire, t'es-tu pas correct? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Puis, mais comment on démêle tout ça dans notre esprit? Oui, et c'est vrai que c'est très délicat et insidieux parce qu'il y a cette banalisation et tu l'illustres très bien, Annabelle, avec cet exemple. Et puis, il y a un phénomène très particulier sur les violences sexuelles, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la culpabilité. C'est-à-dire que l'auteur ne va pas être poursuivi et lui, il n'est pas inquiété. Et c'est la victime qui porte sur elle la responsabilité un peu morale, le poids de la culpabilité. Et donc ça peut en plus participer au phénomène de silenciation parce qu'on va pas oser parler puisqu'on se sent responsable, on se sent coupable. Alors c'est pour ça que c'est important de poser des éléments et ça encore une fois ça se fait avec les définitions juridiques. Donc on va pas faire toutes les infractions pénales des violences sexuelles dans le code pénal français, mais deux en particulier. L'agression sexuelle, c'est quoi? C'est toute atteinte sexuelle, c'est-à-dire tout contact physique de nature sexuelle, c'est-à-dire sur une des zones dites sexuelles du corps, qui a été apposée en fait par l'usage de la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Donc on entend derrière l'usage de ces 4 moyens que la personne en face n'était pas consentante, elle n'avait pas la volonté de ce contact. Et si par contre on n'est pas sur un simple contact, mais sur une notion de pénétration, là j'ose utiliser les termes parce que je pense que certains ont besoin de l'entendre. La notion de pénétration, c'est quoi? C'est tout type de pénétration, que la pénétration soit vaginale, c'est ce qu'on imagine le plus classiquement, mais toute pénétration anale, digitale, par tout autre moyen, objet, et tout ce qui est également oral, fellation et cunnilingus, tous ces actes de pénétration sexuelle qui sont faits sur la personne de l'autre ou imposés sur le corps de l'auteur par l'usage de la contrainte, la menace, la violence ou la surprise, on est dans le cadre du viol. Donc déjà des éléments de définition qui peuvent aider les personnes dans leur vécu à comprendre en fait. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on on ressent ce malaise, on ressent le fait qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal. C'est pour ça que le fait de poser les qualifications juridiques, ça permet en fait de se représenter son vécu. Et si on n'était pas consentant, c'est alors qu'on a été victime. Ça, c'est clair et net. Mais c'était une très bonne question parce que je pense que c'est important de bien le définir parce que quelquefois on peut la victime peut aussi minimiser en disant bon il n'y a pas eu peut-être il y a pas eu pénétration, du coup est-ce que je peux est-ce que je suis légitime dans le fait de me sentir quand même j'ai senti qu'il y avait quelque chose de pas normal et c'est important de le dire. Merci Johanna. Et du coup quand on arrive au point du consentement, c'est quoi le consentement? Parce que tu sais, quelquefois c'est flou. C'est comme j'ai été peut-être consentante au début, mais je n'étais pas consentante à ce que ça aille aussi loin. J'ai pas l'impression d'avoir dit non. J'ai rien pu faire, j'ai rien dit parce que j'ai été figée. Du coup, est-ce que qui ne dit mot consent? Il y a tout, il y a aussi toutes ces questions après que notamment les femmes peuvent se poser. Oui, tout à fait. Alors, le consentement, c'est vraiment quelque chose qui va se poser avec la tête. C'est en fait l'acte de volonté. Est-ce que j'étais d'accord ou pas?
Je peux être d'accord au début, mais pas d'accord aussi loin. Je peux être d'accord pour ça, mais pas pour ça. Je peux avoir été d'accord hier, mais pas aujourd'hui. Euh, Mhm. donc, il y a tous ces éléments-là. Je fais une précision aussi. Et ben, il y a certaines situations où je ne peux pas exprimer mon accord parce que je ne suis pas dans une situation éclairée. Hmm. Et ça, c'est notamment la question de la minorité. Les enfants ne peuvent pas consentir à un acte sexuel avec un adulte. En France, depuis quelques années maintenant, on a une loi qui a reconnu un seuil de non-consentement des mineurs jusqu'à 15 ans dans les cas classiques et jusqu'à 18 ans dans les cas d'inceste, donc dans le cercle familial, qui permet de protéger les mineurs des actes sexuels subis par des adultes. Dans ces cas-là, on va dire en fait que quoi qu'il arrive, l'enfant ne pouvait pas consentir à cet acte-là. Donc le consentement, c'est vraiment cette capacité. Est-ce que dans la situation donnée, face à cette personne, je suis en capacité de poser un acte de volonté et est-ce que cet acte de volonté est entendu? Et ça vaut dans le cadre du mariage. Fois, on a cette idée aussi que du moment qu'on est marié, alors on est par principe tout le temps consentant, tout le Mhm. temps à tout et de quelque manière que ce soit. On n'a pas du tout. Quand on se marie, on ne perd pas notre droit à consentir en fait. Euh, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit tout à fait dans la Bible. En fait, la Bible présente la sexualité comme vraiment, dans toute sa beauté et sa pureté, comme cette relation intime qui va unir les conjoints dans un rapport de parfaite égalité, parfaite réciprocité et dans un respect extrêmement pur, en fait. Et très souvent, on va avoir des interprétations tronquées où on prend une partie du verset, on oublie bizarrement l'autre. Et le plus souvent, on oublie ce qui va être le plus au détriment des femmes. Et dans l'idée de dire, il faut tout le temps accepter. La relation sexuelle, c'est supposé être beau, épanouissant et jouissif pour les deux. Mhm. Et c'est important de le rappeler. Donc, on ne perd pas son droit à consentir dans le cadre du mariage. Mhm. Je reviens sur le consentement, le non-consentement du coup des mineurs, parce qu'il y a eu plusieurs histoires où finalement des femmes adultes après ont porté plainte ou ont commencé à parler parce qu'elles ont vécu une relation quand elles étaient plus jeunes, quelquefois 13, 14, 15 ans, avec des hommes beaucoup plus âgés. Et puis il y a comme une vraie confusion parce que c'est devenu une relation où elles se disent j'étais consentante, mais en même temps elles avancent dans leur vie, dans leur âge adulte, elles se disent mais est-ce que j'étais vraiment consentante? Et parce que elles se rendent compte que à 13 ans finalement c'était bizarre, et pourquoi est-ce que je me suis retrouvée à être dans une relation qui était cachée avec un homme de 40 ans? Est-ce que c'était un vrai consentement? Mais d'un autre côté, quand elles arrivent avec leur histoire et puis qu'on leur pose certaines questions, elles vont faire demi-tour parce qu'on leur dit mais est-ce que t'as dit non? Est-ce que t'avais des sentiments? Mais pourtant toi aussi t'es changé des messages, toi aussi t'allais vers lui, etc. Et du coup plusieurs vont faire demi-tour, vont dire bon en fait c'est moi qui était volontaire dans cette relation, et mais au final tu te rends compte qu'elles ont été quand même manipulées, qu'elles étaient extrêmement fragiles et vulnérables, et que il y a un homme plus âgé qui a pris comment dire Avantage de la oui, voilà, qui a situation. pris avantage de la situation, mais ça va être difficile à débattre, surtout quand c'est des relations qui ont duré quelquefois 1 ou 2 ans, quelquefois c'était des relations en plus extra-conjugales, etc. L'homme avait une femme, des enfants, et du coup cette femme-là ou cette jeune fille, elle a même l'air comme d'une fille qui est venue semer le trouble et que c'est elle le problème. Donc comment faire dans ce genre de situation Oui. pour réussir à définir est-ce qu'il y avait consentement ou pas? Ouais. Et donc là, on retrouve ce même mécanisme de l'inversion de la culpabilité dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, c'est complexe. Maintenant, le code pénal donne cette définition de la violence sexuelle où il y a usage de la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. La contrainte, ça peut être une contrainte physiquement, par exemple maintenir les poignets, on peut s'imaginer ce genre de contrainte, mais ça peut être une contrainte également morale. Et cette contrainte morale, généralement, ça c'est la jurisprudence qui est venue le détailler, eh bien ça peut justement être établi par une relation d'emprise, par une différence d'âge très marquée, par un contexte qui fait qu'il y a un abus d'autorité, il y avait une situation où du coup on ne pouvait pas refuser dans ce cadre-là.
par l'usage de manipulation, peut-être de violences psychologiques. Bref, tout ça, ça peut servir. Maintenant, c'est vrai que cette loi nouvelle, elle s'applique pour les situations nouvelles qui sont arrivées après l'entrée en vigueur de la loi. Et c'est pour ça que moi, je mise sur le fait de faire ces sensibilisations-là, parce que la loi aujourd'hui existe et elle est protectrice pour les nouvelles situations. Pour les situations anciennes, elle ne s'applique pas. Et donc, il faut aussi qu'on travaille à changer le regard de la société sur ces violences-là, qui à l'époque ne s'appelaient pas violences, qui étaient exercées au vu et au su de tout le monde, et on ne les dénonçait pas. Et c'est pour ça qu'en même temps que la loi, il faut changer nos représentations plus globalement, en fait, sur ce qu'on estime comme être normal et pas normal. Mais moi, j'aimerais juste rebondir aussi sur l'idée de un peu de prévention, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps, on parle de consentement, on le sait, mais c'est pas si simple que ça pour une femme de dire je ne suis pas consentante, parce que justement, il y a la culpabilité, il y a l'autorité, et il y en a plusieurs qui aimeraient le dire, mais dans leur relation, elles n'arrivent pas à formuler. Pour certaines, ça va être facile de dire non, mais pour d'autres, c'est pas si simple. Et je sais pas quel conseil tu peux donner à quelqu'un, tu sais, un peu comme en prévention, de dire si je suis dans une situation comme ça, comment je peux dire, exprimer clairement mon désaccord, parce que c'est pas si simple s'affirmer, je crois, pour plusieurs femmes dans ces situations-là. Ah oui, tout à fait d'accord avec toi, Stéphanie. Et du coup, c'est vrai que forcément, on se pose la question de l'éducation pour faire de la prévention. Et je dirais que, il n'existe pas un risque zéro contre lequel on pourrait totalement se protéger. Cette bulle anesthésie n'existe pas dans ce monde, c'est évident. Mais construire chez nos enfants une estime de soi qui est forte et bien établie. C'est-à-dire cette capacité de se positionner en tant que sujet et pas objet. Et l'estime de soi, c'est vraiment le rempart narcissique contre toute forme d'abus et notamment aussi de violence sexuelle, en fait. Et donc, c'est pas dans l'idée de faire des petits êtres très orgueilleux qui marchent sur les pieds des autres, mais c'est dans l'idée que les enfants, on puisse construire en eux cette notion de là, t'es en train de marcher sur mes pieds, en fait. Je marcherai pas sur les tiens, mais ne marche pas non plus sur les miens. Et cette estime de soi, elle est extrêmement importante dans la construction psychique de l'enfant pour que le parent il n'est pas toujours à côté de lui pour le protéger. À un moment donné, nos enfants, on les élève pour un moment donné qui nous lâchent la main et puis on les laisse aller. Et que le moment donné où eux, en fait, doivent pouvoir se protéger sans nous à côté, ils aient cette capacité, cette voix, en fait, cette possibilité de s'exprimer. Et ça, c'est vraiment l'estime de soi qui permet de faire ça. Puis il y a une femme qui est adulte aussi. Tu vois, quand t'es un adulte puis que t'as cette voix intérieure qui dit c'est mal, mais je suis pas capable de dire comment. Est-ce qu'il y a des clés pour dire à cette femme-là, écoute, t'as le droit de te faire respecter. Mais c'est pas simple toujours. Oui, alors je dirais que ça dépend aussi ce qui empêche cette expression. Est-ce que c'est parce qu'elle a une vision d'elle-même ou elle se voit dépréciée, dévalorisée? Auquel cas vraiment, moi, j'encouragerais à être accompagnée pour élever son estime d'elle-même, pour élever sa confiance en elle, etc. Maintenant, si le blocage, c'est un blocage beaucoup plus psychique, de type, le choc traumatique, et ça, c'est les fameux impacts des violences sexuelles, et c'est là où c'est extrêmement pernicieux et complexe, c'est que parfois, on n'est pas en capacité ni physique ni psychique de s'exprimer, parce que le corps est bloqué en raison de mécanismes alors un petit peu complexes, mais qui sont largement étayés par la recherche aujourd'hui, et qui fait que les victimes, on l'entend dans le témoignage, j'étais figée, j'ai voulu crier, mais il n'y avait pas de son qui sortait. Je voulais me débattre, j'ai pas réussi à fuir, j'avais aucune force, j'étais paralysée. Et ça, on le retrouve tellement. Ça, c'est ce qu'on appelle le choc traumatique. C'est un engrenage de mécanismes psychotraumatiques qui font que la victime n'est pas en capacité ni physique ni psychique. Donc, si malheureusement, elle est seule face à l'agresseur et qu'il n'y a personne pour lui venir en aide, bien, malheureusement, la tragédie va se passer. Mais quand on a cette sensibilisation et qu'on sait ces choses-là et que des fois, ça se passe en public, et bien aussi comprendre que là, il y a quelque chose qui cloche. Là, il faut peut-être que moi, j'intervienne parce qu'il y a besoin d'une main tendue. Il y a besoin d'un sursaut de solidarité. Et on va parler aussi des conséquences. C'est quoi les conséquences des violences sexuelles?
J'aimerais prendre cette expression d'une psychologue qui s'appelle Lida Tromeleux, qui est spécialisée sur le sujet et qui le dit malheureusement merveilleusement bien, mais elle dit le traumatisme sexuel, c'est un attentat. L'attentat, on imagine l'explosion, la projection en avant, on imagine ce qui implose à l'intérieur des victimes d'attentats. On sait qu'il n'y a pas juste les séquelles physiques, on sait en fait tout le trouble de stress post-traumatique, les craintes qui vont se greffer dessus. Il peut y avoir des symptômes somatiques derrière, donc le corps qui est abîmé, une prédisposition à certaines maladies. Il peut y avoir aussi sur le plan psychique tout ce qui est dépression, anxiété, troubles obsessionnels compulsifs, les fameux TOC, des scarifications. Il peut y avoir des conduites addictives autour de l'alcool, les stupéfiants, parce qu'il y a un mal-être terrible, parce qu'on a besoin de se dissocier pour comme sortir de cette réalité qui est trop difficile, trop souffrante. Ça peut aller même jusqu'à des conduites sexuelles à risque. Et ça, vous imaginez la culpabilité, la surculpabilité qu'on peut ressentir, et comment aussi l'entourage, s'il n'est pas formé, s'il ne sait pas que ça fait partie des symptômes, bien du coup va avoir du mal à accompagner cette victime en peut-être lui faisant porter la responsabilité de ce qui lui est arrivé. Et puis ça peut être des troubles sexuels, typiquement le vaginisme. Ça c'est aussi dans les conséquences typiques. Alors, je veux quand même donner un mot. Ces conséquences-là, elles sont bien réelles, visibles comme invisibles. En même temps, elles ne sont pas irréversibles. C'est pas une fatalité. La vie n'a pas à s'arrêter avec les violences sexuelles. Et on le sait aussi aujourd'hui, on peut se relever, on peut se reconstruire, on peut guérir de ce qui a été atteint en profondeur. Et encore plus si on est bien accompagné. D'où aussi ce sursaut de solidarité, parce qu'on a aussi cette responsabilité de bien accompagner les victimes pour leur reconstruction. Et là, c'est quoi en fait les accompagnements qui sont à la disposition de ces femmes? En fait, dans la mesure où ces violences, elles vont toucher tous les domaines de la vie de la victime, les accompagnements peuvent être nécessaires dans tous ces domaines de la vie-là. Donc, si c'est sur le plan très somatique, bien sûr qu'il faut un accompagnement médical. Au niveau du psychisme, il va falloir un accompagnement spécifique. Pour certaines, ça peut créer des trajectoires de vie, ou sur le plan peut-être scolaire ou peut-être professionnel, on va avoir des cassures. Donc là, il va y avoir besoin d'un accompagnement au niveau de l'insertion professionnelle. Moi, en ce qui me concerne, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Revivescence. C'est un accompagnement pour vraiment acter cette reconstruction en mêlant en fait l'outil juridique qui se met au service de la reconstruction et des clés thérapeutiques en fait, pour que les personnes qui ont vécu ça puissent vraiment poser les bons mots MOTS face à leurs mots MAUX, face à leur vécu. Et ça, ces bons mots, c'est les qualifications juridiques. C'est comme ça qu'on peut se positionner, en fait, et comprendre ce qu'on a vécu. Et puis après, comprendre aussi ce fameux... Ouais. Je pense à des professeurs, à des CPE, etc., qui peuvent soupçonner des cas de violence par rapport aux enfants, aux adolescents, jeunes adultes, etc., qui peuvent côtoyer. Et qu'est-ce que ces personnes, si tu penses qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on doit aller voir directement la personne, lui demander est-ce que ça va, ou alors est-ce qu'on doit directement aller porter plainte, aller à la police? Qu'est-ce qu'on doit faire si on soupçonne qu'il y a des violences sexuelles dans la vie de quelqu'un qui est autour de nous? Alors là, dans le cas que tu mentionnes, donc en l'occurrence, le jeune est mineur, donc on est dans le cas de figure d'un mineur. Si on a cette suspicion, moi j'encouragerais à essayer de créer un espace sécurisé pour que ce jeune puisse se sentir à l'aise pour potentiellement révéler quelque chose qui serait advenu. Donc vraiment essayer de créer cette relation de confiance où on indique qu'ici c'est safe, on peut le faire, on peut parler. S'il y a une révélation et qu'effectivement il y a des infractions qui ont été commises sur ce mineur, eh bien on a une obligation de signalement aux autorités. Si on n'a pas de révélation, mais que voilà,
on a un doute quelconque, ou on se demande si l'enfant n'est quand même pas, peut-être pas une infraction, mais quand même en danger, moi j'encourage à appeler le 119, c'est le numéro national en France, et après chacun a vos équivalents par rapport au pays où vous vous trouvez. Parce qu'on peut soit faire le signalement, soit faire une information préoccupante, ou ne serait-ce que recevoir des conseils aussi en tant que professionnel. C'est vrai qu'on n'a pas toujours la réponse. Mhm. Donc, on a une obligation légale si, en France, si une personne, un mineur ou même pas un mineur, nous dit, voilà, moi je vis des violences sexuelles, on a cette obligation que d'aller le reporter à la police, pour qu'on soit clair. Oui, on a cette obligation de faire un signalement au procureur si la personne est mineure, donc jusqu'à 18 ans, et si la victime est en situation d'extrême vulnérabilité, de sorte qu'elle ne serait pas en capacité de le faire par elle-même. Sinon, alors c'est à la personne de le faire par elle-même, et auquel cas on crée cet entourage bienveillant pour l'accompagner, pour lui donner ce soutien nécessaire, parce que c'est une démarche nécessairement difficile. Mhm. Et toi, dans le cadre des affranchis et des suivis que tu as pu faire, mais aussi en tant que thérapeute, donc j'imagine que tu as rencontré plusieurs femmes qui avaient subi des violences sexuelles. Est-ce que, parce que tu dis il y a de l'espoir, est-ce que tu as vu des femmes qui ont pu renaître de leurs cendres après avoir vécu le pire? Oui, tout à fait. Et c'est ce qui m'encourage d'ailleurs, parce que c'est certainement pas facile d'entendre ces récits-là. Mais oui, bien sûr. Alors, pas un coup de baguette magique, c'est un véritable processus et ça prend du temps. On n'est pas du tout dans l'immédiateté. Et je crois qu'au travers de ça aussi, on voit Dieu mettre du temps. Et ce fait qu'il est maître du temps, ça explique aussi qu'il agit au travers du temps. Il le maîtrise. Et il y va avec tact et avec douceur. Mais je peux partager j'ai plein de témoignages, mais par exemple, les témoignages de Fanny, alors c'est un pseudonyme bien sûr, hein, elle dit il faut parfois déconstruire pour reconstruire et ouvrir enfin la fenêtre d'oxygène. Et quand on y arrive, alors on se dit que cela en valait la peine. Mille merci de m'avoir aidé à déployer mes ailes de papillon. Et j'aime cette expression parce que ça parle d'une nouvelle liberté, un enfermement et à un moment donné une liberté. Je pense à Mirella, encore une fois un pseudonyme. Ce voyage m'a permis de me redécouvrir et de me réapproprier ce corps qui a vécu de nombreux traumatismes et d'en faire de véritables forces. Donc ça, c'est du vécu, c'est des témoignages après des mois et des mois, pour certains même des années. Mais voilà, aujourd'hui, c'est plus un poids. Je dirais que c'est un petit peu comme quand on a une plaie. On va pas mettre un petit pansement sur une plaie qui est purulente. Et ça, il faut qu'on arrive à le comprendre aussi. Il faut aussi se retenir par rapport à notre désir d'immédiateté, de sensationnel. Ça fonctionne pas comme ça. Mais maintenant, une fois qu'on a apporté tous les soins nécessaires, bon, est-ce qu'il y aura encore une cicatrice? Oui, certainement. On n'oublie pas. D'ailleurs, l'oubli, c'est un symptôme psychotraumatique. L'amnésie, c'est absolument pas normal, en fait. Mais on va pas oublier, il y aura la cicatrice, mais je peux appuyer dessus, ça fait plus mal, en fait. C'est une marque des stigmates du passé, mais ça n'est plus mon avenir. Merci beaucoup, Johanna. C'est vrai que ça fait du bien aussi d'entendre des témoignages de femmes qui ont pu être reconstruites. Et je voulais aussi avoir ton opinion par rapport au rôle de l'Église sur ce sujet-là. Oui, c'est vrai que là, tu touches un point qui, moi, me tient très à cœur. C'est vraiment à cœur de voir l'Église se lever sur ce sujet. À titre individuel, chacun personnellement, parce qu'on peut être le voisin, l'ami, la sœur. Et puis à titre collectif, en tant qu'Église, je trouve que la Bible nous parle tellement d'un Dieu qui a souci pour les plus vulnérables. La Bible nous parle tellement de ce Dieu qui se met en colère quand on bafoue le droit et la justice. Et je pense que l'Église doit pouvoir refléter ça. Elle doit pouvoir se lever. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Voilà, on n'a pas vocation à faire office de service de police, de médecin et je sais pas, de service de réinsertion sociale, tout ça en même temps. Peut-être pas, mais en tout cas, on peut créer des espaces d'accueil où cette parole elle peut se libérer. On peut se former pour apprendre à accueillir cette parole quand elle se libère.
On peut aussi prêcher du haut de la chair et parler de la justice, de l'équité, du droit, de ce qu'est véritablement la sexualité. Ça n'a rien à voir, c'est antinomique avec les violences sexuelles. On peut aussi parler de l'estime de soi, de ses remparts. Bref, on peut faire tellement de choses. Et je trouve que voilà, on peut y aller, on doit y aller. Et je crois que ça fait partie de ce verset de Matthieu 25-40 qui dit toutes les fois où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères et de mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Je pense que ce verset, c'est aussi pour ce sujet-là. C'est tellement important, ça aussi, de créer des espaces, comme tu dis, dans nos cercles, surtout on parle de rencontres de femmes, où on en fait beaucoup des fois, et d'emmener ce sujet-là. Je sais que moi, dans la prédication, souvent, je vais emmener sur les blessures et le nombre de femmes qui se lèvent à l'appel. Et comme tu dis, c'est pas de l'instantané, faut pas chercher le raccourci, mais juste d'exposer notre douleur, notre souffrance dans un cadre sécure, et qu'on peut prier les unes pour les autres, et d'emmener cette notion de sœur en Christ, de s'épauler, de prendre soin les unes des autres dans un esprit où il n'y a pas de jugement et où on peut parler et dénoncer. Bien sûr, comme on parlait de prévention, cette idée d'avoir le droit de dire des choses et moi, je le dis à tous les cercles où on est entre femmes, cet esprit aussi de confidentialité. Il faut qu'il y ait dans nos églises un endroit où une safe place où tu sais que tu peux parler et que ça fera pas le tour de l'église non plus. Et ça, c'est important d'avoir cette culture-là, de dire si tu me confies quelque chose, sois rassuré que je vais être avec toi, je vais prier pour toi et s'il faut, je vais t'accompagner dans des démarches, ainsi de suite. Donc, je trouve ça tellement important, mais aussi la notion que le Seigneur, il vient panser nos plaies, qu'il a compassion. Tu vois, lui, il a souffert tout, Jésus, à la croix. Donc, il n'y a pas une souffrance qu'il ne peut pas comprendre. Et ça, je pense que des fois, bien sûr, il faut parler, mais des fois, quand on n'a plus les mots, au moins d'aller au pied de Jésus et de dire, Seigneur, viens me consoler, me comprendre et donne-moi la force de dénoncer, de parler, d'aller chercher de l'aide, mais de ne pas rester avec cette souffrance-là et de ne pas l'enfouir. Beaucoup de femmes que j'ai vues dans mon ministère, c'est qu'elles ont enfoui ça pendant des années parce qu'il n'y avait pas d'endroit dans les églises. C'était surtout des pasteurs masculins, donc c'était difficile à dire. Il n'y avait pas d'endroit où tu te sentais en sécurité et elles ont enfoui ça. Et si aujourd'hui j'ai un conseil, il faut parler, il faut le dire, il faut oser aller chercher de l'aide, demander à Dieu de l'aide et des ressources comme toi, Johanna, qui est là pour aider les femmes. Donc, qui a de l'espoir. C'est pas obligé qu'on porte cette douleur-là pour le reste de notre vie. Et peut-être un mot aussi pour tous les moniteurs et surtout les responsables de l'école du dimanche. Il y a maintenant des très bons ouvrages qui sont aussi en français, qui expliquent aux enfants le consentement, qui expliquent aux enfants ton corps, personne n'a le droit d'y toucher, etc. Et qui mettent avec des mots très simples des situations. Et les enfants peuvent aussi se reconnaître et peuvent aussi avoir leur endroit où ils vont pouvoir s'ouvrir. Et je crois que c'est le rôle de l'Église que d'enseigner les enfants, de les protéger, mais aussi de pouvoir accueillir leurs paroles si ils ont des choses à dire, et puis d'être après, être en mesure de pouvoir prendre les mesures nécessaires. Parce que c'est sûr que lorsqu'on se retrouve avec un enfant qui a dit, voilà, moi c'est ce que je vis, que ce soit dans le cadre de la famille, dans le cadre de l'école, eh bien ça va demander de prendre certaines mesures, de ne pas rester dans la passivité pour protéger ses enfants. Mais je crois que l'Église et l'école du dimanche est un endroit où on doit apprendre aux enfants ce genre de choses, mais on doit aussi laisser la place aux enfants de pouvoir parler, accueillir leurs paroles et prendre les mesures et qu'ils se sachent protégés, qu'ils se sachent entendus. Et pour terminer, Stéphanie, est-ce que tu pourrais prier, s'il te plaît, pour toutes ces femmes qui ont été ou qui sont encore aujourd'hui victimes de violences sexuelles? Avec plaisir. Seigneur Jésus, je viens devant toi, Seigneur. Je viens avec cette compassion de tous ces chiffres que nous avons entendus. Chaque chiffre, c'est une personne, c'est une âme, Seigneur. Et toi, probablement dans tout ce qu'on a partagé, Seigneur. Toi, Seigneur, tu peux venir aujourd'hui, venir consoler une femme qui a besoin, venir fortifier, de venir mettre à la lumière, venir libérer, Seigneur. Je prie premièrement que cette femme puisse se sentir accueillie. Je prie pour toute cette culpabilité, la honte qui vient, Seigneur, qui n'est pas à elle, Seigneur. Tu viens enlever la honte, la culpabilité. Tu viens aussi restaurer son cœur, son âme, lui redonner dignité, Seigneur. Je prie
prie qu'aujourd'hui, tu donnes espoir, aussi la force. Peut-être c'est une femme qui est prise dans une relation, elle n'arrive pas à dire non. Elle n'est non consentante, Seigneur, et tu viens aujourd'hui lui donner la force de se tenir, Seigneur. Je prie, Éternel, qu'elle puisse être restaurée, libérée. Je prie que cette émission puisse être partagée et qu'une femme qui a besoin de savoir que l'Église se lève contre toutes ces agressions et que toi, Seigneur, tu es venu pour guérir, consoler ceux qui ont le cœur brisé, que tu es le Dieu de compassion aimant et tu es le Dieu de justice qui se lève contre toutes ces agressions. Alors viens toucher une femme dans ce lieu. Je te prie en tant qu'Église, en tant qu'être humain, que nous puissions avoir le regard, Seigneur, être se lever pour protéger ces enfants, les jeunes on a parlé de femmes autistes, Seigneur, que nous puissions avoir le regard tourner et avoir tes yeux et avoir une main tendue et se tenir. Et je te prie aussi que des femmes qui cherchent des ressources aujourd'hui, à partir de cette émission-là, vont contacter peut-être Johanna, qui va pouvoir les emmener dans d'autres directions, mais peu importe dans le pays, là où elle est, qu'elle puisse ouvrir leur bouche et aller chercher des ressources. Seigneur, ouvre des portes. Je prie pour la pleine libération, que cette émission puisse être une émission de liberté, Seigneur. Tu dis, là où la vérité est, là est la liberté. Nous avons proclamé la vérité. Seigneur, alors viens toucher, consoler, restaurer. Et je te prie pour nos enfants, à l'école du dimanche, comme Annabelle l'a dit, je te prie dans nos maisons, que nous puissions enseigner dès leur jeune âge l'estime de soi, le respect, Seigneur, cette génération qui vont poser des limites, qui vont empêcher, Seigneur, par leurs paroles, qu'il y ait des agressions. Seigneur, je te dis merci parce que tu es un Dieu bon et aimant et compatissant. Et en ce moment, tu déverses ton Saint-Esprit, le Consolateur, qui vient relever, fortifier, redonner dignité, courage et liberté. C'est dans le puissant nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup, Johanna, d'avoir été avec nous. Et puis, que Dieu te bénisse, te fortifie dans le travail que tu fais, qui est un travail très important. Et il y a d'autres femmes, je crois, que Dieu veut utiliser de cette même façon pour être des voix, comme tu l'as dit, pour ceux qui n'ont pas de voix et pour pouvoir être des porte-parole de la justice divine, mais à travers aussi des compétences professionnelles, parce que tu t'es formé et tu t'es équipé pour pouvoir apporter une aide qui soit concrète et efficace. Donc un grand merci à toi, Johanna, d'avoir été avec nous. Et puis écoute, sûrement qu'on aura l'occasion de te recevoir à nouveau dans la table avec Annabelle. Donc on te dit encore merci. Puis à vous tous qui nous avez suivis, eh bien que Dieu vous fortifie. Dieu vous aime et il est la solution pour votre cœur brisé. Il n'y a aucune douleur qui est trop grande pour lui. Il est capable d'accueillir toute votre douleur. Il est cette lumière dans les ténèbres. Et on va se retrouver mercredi pour un prochain épisode d'À table avec Annabelle. Bye bye.